Donc, on continue avec notre leçon portant sur les transformations. On va porter notre optique à l'effet sur les caractéristiques que peuvent avoir chacune des transformations. Donc, dans notre exemple, ici, on nous demande d'utiliser la même fonction avec laquelle on avait terminé à la leçon précédente, soit de h de x égale à notre réciproque de branche de parabole, dont on voit l'équation ici. Et on nous demande d'aller donner justement chacune des caractéristiques. Donc, ici, on avait tracé le graphique avec toutes les étapes. On en était arrivé au graphique qu'on voit en bleu ici, qui était le graphique final. Si on regarde chacune des caractéristiques qu'on nous demande, premier type de caractéristique, c'est le domaine et l'image. Plusieurs personnes me demandent souvent, je ne sais pas comment commencer pour donner domaine-image à partir d'une équation. C'est tout à fait comprenable. Pourquoi? Parce que le domaine-image, c'est vraiment quelque chose de visuel. Personnellement, je trouve qu'avoir une représentation visuelle, c'est la meilleure façon d'aller chercher le domaine et l'image. Donc, si on regarde notre courbe en bleu ici, qui était notre courbe finale, puis on cherche le domaine-image. Donc, pour le domaine, bien sûr, on se concentre sur nos abscisses, nos x, puis on regarde ce qui existe pour toutes ces valeurs-là. On va s'apercevoir que dès qu'on a plusieurs points, on sait qu'on doit utiliser l'ensemble de tous les x éléments des nombres réels pour ne pas avoir à passer notre vie à énumérer tout ça. Et on voit ici que la valeur critique, ça va être important ce mot de vocabulaire-là, la valeur critique par rapport au domaine, c'est le x qui a une valeur de 4. Pourquoi ça serait ça? Parce qu'on voit que tous les x sont soit égales ou plus petits à cette valeur de 4-là. Maintenant, ce chiffre de 4-là, remarquez que ça se trouve à être exactement égal à la translation horizontale de notre h, 4 unités vers la droite. Pourquoi c'est le cas? Parce que si on regarde toutes les autres transformations avant, donc nos transformations multiplicatives, on s'aperçoit que le point critique qu'on regarde n'a pas changé de place dans aucune autre des transformations, dans les transformations qui étaient multiplicatives. La seule façon qu'il a changé de façon horizontale, c'est avec la translation horizontale, et de façon verticale, à ce moment-là, c'est par rapport à la translation verticale, bien sûr. Donc, le cas, notre plus 1, on voit que ce point critique-là, qui est ici, se trouve bel et bien à un y de plus 1. Donc, la valeur critique est importante. Et l'autre chose qui est importante, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est l'orientation de notre courbe par rapport à cette valeur critique-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est le fait, comme je viens de dire, que mon domaine, si je l'écrivais ici, mon domaine, c'est mon ensemble, en accolade, des x, éléments des nombres réels, tels que mes x, on va les comparer à notre valeur critique de 4, mais ces x-là sont tous plus petits ou égales à 4. Vous pouvez vous poser comme question, qu'est-ce qui aurait fait en sorte qu'il serait plus grand ou égal à 4? Bien, pour qu'il soit plus grand ou égal à 4, remarquez que la courbe, il aurait fallu qu'elle soit orientée, qu'elle voyage vers la droite plutôt que vers la gauche. Où est-ce qu'il y a eu ce changement-là? C'est au moment où est-ce qu'on a fait la réflexion verticale, la réflexion horizontale de gauche à droite. Donc, le fait que mon C ici était négatif a fait en sorte que ma courbe a été réfléchie horizontalement. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer qui a affecté cette caractéristique-là. Même chose pour l'image. On voit qu'il y a également eu une réflexion verticale qui s'applique au Y, donc en lien avec l'image, qui a fait en sorte que la courbe, les points de la courbe sont maintenant tous en dessous du point critique qui a une valeur de 1, verticale. Donc, on voit que c'est nos translations et nos réflexions qui ont affecté ces deux caractéristiques-là. La seule qui n'a pas affecté, c'est la catégorie des homothéties. Donc, intéressant à garder en tête. Pour ce qui est des coordonnées à l'origine, bien, on sait que ça inclut l'abscisse à l'origine ou le 0.
et leurs données à l'origine. Maintenant, pour trouver chacune de ces caractéristiques-là, il faut soit qu'on adopte la signification graphique ou la signification algébrique. Donc, si jamais on avait un endroit précis où est-ce que ça tombe dans le graphique, donc par exemple, si on voit qu'on avait un de nos points précis qui tombait exactement, venait croiser notre axe des X à cette valeur-là, qu'on peut voir qu'il y a une valeur de 2 et 2 tiers. Donc ça serait tout à fait une façon de le trouver. Une autre façon de le trouver, ça serait d'un point de vue algébrique, si jamais ça ne tombait pas exactement à cet endroit-là. Donc, allons voir. Il faut nous rapporter à la définition de c'est quoi? Un 0, une axe à l'origine. Donc, on est à la recherche des valeurs de x, où est-ce que h de x, qui représente notre y, est égal à 0. Donc, il s'agirait de venir isoler notre x, résoudre par rapport à ça dans notre équation. Donc, c'est ce que je vais faire pour le voir algébriquement. Donc, on voit qu'on obtient exactement la même valeur qu'on a vue dans le graphique. On obtient 8 tiers, qui est l'équivalent de ce qu'on avait vu en nombre fractionnaire, 2 et 2 tiers. L'option algébrique nous aide à avoir le bon niveau de précision, peu importe. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le faire de façon algébrique également. Okay? Si on regarde de façon graphique pour mon ordonnée à l'origine, puis on voit que je continue, j'ai pas le point exact où est-ce que ma courbe bleue couperait mon axe des Y. Donc, pour ce qui est de ça, j'ai vraiment pas le choix d'aller utiliser mon option algébrique. Donc, je vais utiliser la bonne définition pour ça. Je vais garder en tête que je cherche la valeur de Y, ou dans ce cas-ci de h de x, lorsque x est égal à 0. En d'autres mots, c'est comme si je calculais mon h pour un x de 0. C'est une façon qu'on pourrait écrire le calcul pour trouver l'ordonnée à l'origine de n'importe quelle fonction. Donc, je regarde ça ici. Mon inconnu, c'est tout mon h de haut. C'est mon y qui est associé. Je vais faire mon calcul pour, ici, je n'ai pas besoin de rien isoler. C'est déjà isolé. Je vais juste calculer selon fait de masse. Donc, j'ai fait mon calcul. Remarquez qu'on est arrivé à une racine carrée de 12. Dès qu'on a un radical, comme on a vu depuis la première unité, on peut vérifier si c'est simplifiable. Ici, j'ai fait la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 3, qui se simplifie bien sûr à 2 racines carrées de 3. Le tout est en multiplication avec mon moins 1,5, ça s'est annulé, et voilà, j'ai la valeur exacte de l'ordonnée à l'origine pour cette fonction-là. Maintenant, il ne faut pas oublier de donner notre solution finale de façon correcte. Je ne veux pas finir avec y égale cette valeur-là. Je peux soit dire une phrase qui dit l'ordonnée à l'origine, c'est ça, ou je peux l'écrire dans un point qui a la bonne formulation. Donc, si on l'écrit en haut ici en tant qu'un point, mais je sais que c'est la valeur de y lorsque x égale 0. Donc, voici ce que je pourrais écrire en tant que point. Le 0 ici avait une valeur de 8 tiers. Donc, 8 tiers, le 0, c'est la valeur de x lorsque y égale 0. Donc, voilà des bonnes façons qu'on aurait pu écrire nos coordonnées à l'origine. La prochaine caractéristique qu'on nous demande, ce sont les asymptotes. Maintenant, on va toujours mentionner cette caractéristique. Si elle ne s'applique pas, il faut simplement l'écrire. On sait qu'une réciproque de branche de parabole n'a pas d'asymptote. Donc, on peut simplement dire qu'il n'y a justement aucune asymptote. Il nous reste simplement à ce moment-là les intervalles de croissance et de décroissance. Ça, c'est une autre caractéristique, qui est vraiment aidée d'un point de vue visuel. Donc, on va retourner à notre graphique, puis on va regarder, en suivant la définition, en regardant de gauche à droite, si on est en train de croître, donc monter, ou décroître, qui serait descendre. Donc, si je vais vraiment de gauche à droite dans ma courbe finale bleue, je vais voir que je suis en croissance tout le long. Il n'y a aucun moment lorsque je suis ma courbe où est-ce que je serai en décroissance. Donc, je peux dire que je suis littéralement jamais décroissante. Ça, il n'y a aucun problème, mais juste écrire que la fonction n'est jamais décroissante. Pour ce qui est de la croissance, maintenant, partout où on a pu voir la fonction, c'était croissant.
Maintenant, la fonction, elle existe seulement lorsque les x sont plus petits ou égaux à 4. Donc, la fonction ne pourrait pas être décroissante, bien sûr, si elle n'existerait pas. Donc, on peut dire qu'elle est décroissante pour tout x élément des nombres réels, tel que x est plus petit ou égal à 4. Et voilà, on a toutes les caractéristiques demandées. J'aimerais que vous remarquiez que les transformations qui ont véritablement changé la croissance des croissances, si on vient aux étapes de notre graphique, dans nos transformations. Si j'avais commencé bien sûr avec ma courbe de départ, j'avais juste fait une homothétie verticale qui aurait agrandi ou rétréci verticalement ma fonction, ça n'aurait pas changé le fait que ça soit, si je vais de gauche à droite, croissant. Remarquez au moment où est-ce que ça le change. Ça le change au moment où est-ce que je fais ma réflexion. Donc, même si ça n'avait pas changé de grandeur, en faisant ma réflexion, si je vais de gauche à droite, tout d'un coup, dans ma courbe en rouge, je décroît. Si je regarde maintenant un autre changement, j'ai une autre réflexion. Avec ma prochaine réflexion, encore une fois, je fais un changement dans ma croissance-décroissance. En rouge, j'étais en décroissance. Et rendu en vert, je suis retournée en croissance. Remarquez que mes translations, quant à elles, n'ont pas changé ni l'orientation ni la forme, donc bien sûr n'ont pas affecté la croissance et décroissance. Le prochain concept clé qu'on va voir en lien avec les transformations, c'est la présence de points invariants. Donc, c'est quoi la définition d'un point invariant? C'est un point qui ne change pas suite à une transformation. Donc, ça ne change pas de position suite à une transformation. Donc, on va se questionner à savoir, dans chacun des types de transformations qui existent, quel type de point aurait le potentiel de ne pas varier, donc de devenir un point invariant. On peut s'aider d'un point de vue visuel ou d'un point de vue algébrique. Donc, si on commence en A avec notre réflexion verticale, et si je prends n'importe quel graphique que ce soit, prenons, je vais prendre quelque chose de bien arbitraire, si je regardais ça par exemple, et je m'imaginais là-dessus faire une réflexion verticale. Mais si je regarde ça, j'espère que vous pouvez vous imaginer cette réflexion verticale-là et voir que ça serait ce point-ci qui serait invariant. Pourquoi? D'un point de vue graphique, parce qu'il est sur mon axe de réflexion. Ça veut dire que ce point-là, il serait genre réfléchi sur lui-même, il ne changerait pas de place. Maintenant, si j'avais un différent graphique, je sais pas, par exemple, si j'avais ça, puis encore une fois, j'ajoutais à ces graphiques déjà transformés une autre réflexion verticale. Encore une fois, je m'imagine mon miroir sur mon axe des X pour faire ma réflexion verticale. Puis, encore une fois, je verrais que ça serait maintenant ces points-là qui seraient nos points invariants. Donc, l'idée ici, c'est de se questionner qu'est-ce que tous ces points-là ont en commun. On va s'apercevoir que ce sont tous des points, justement, sur mon axe des X, sur mon axe de réflexion. C'est quoi un mot de vocabulaire pour décrire des points qui se retrouvent sur mon axe des X? Bien, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on appelle des abscisses à l'origine. Ou en synonyme des zéros. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut garder en tête. Suite à ça, ça serait les abscisses à l'origine qui seraient invariants. Si ensuite, on regarde ça, la même question, mais d'un point de vue algébrique. Bien, pensons à ce que c'est une réflexion verticale d'un point de vue algébrique. Rappelons-nous que ça l'affecte les Y, et c'est une transformation multiplicative lorsque le paramètre en question est négatif. Donc, lorsque je peux faire fois moins 1 mais Y, c'est ce que ça donne, une réflexion verticale. Puis on peut voir, logiquement, en voyant que c'est des abscisses à l'origine, que ça a du bon sens d'un point de vue algébrique aussi.
Parce que n'importe quel abscisse à l'origine, c'est une certaine valeur de x lorsque y égale 0. Prenez n'importe quel point, peu importe quel est le x en question, puis multipliez le y par un nombre quelconque, puis on va voir que, bien sûr, 0 fois n'importe quoi, ça reste 0. Donc, le point qu'on a ici n'a pas changé. Okay. L'homothétie verticale va aussi avoir le même type de point invariant. C'est tout à fait logique. Commençons maintenant avec notre point de vue algébrique. Donc, si je regarde mon point de vue algébrique, je vais m'apercevoir qu'encore une fois, une homothétie, c'est une transformation multiplicative. Vu que c'est vertical, ça l'affecte les y. Puis mon facteur d'homothétie, c'est la valeur absolue de mon paramètre A. Donc, encore une fois, c'est l'idée que je multiplie mes y par un nombre. Le seul nombre qui peut être multiplié par quelque chose et pas changé, c'est encore une fois le nombre 0. Ça veut dire que pour qu'un point soit invariant suite à ça, il faut que la coordonnée qui changerait, donc le y ici, ait une valeur de 0. Peu importe la valeur de x. Et encore une fois, on s'aperçoit que ça ici, ça donne la définition même, on voit que ça ne change pas, la définition même d'une abscisse à l'origine ou d'un 0. Okay. Vous pourriez le regarder d'un point de vue graphique aussi. Si on prenait les mêmes fonctions de tout à l'heure, je vais faire rapidement. Si je m'imaginais pas une réflexion, mais une homothétie verticale, disons de facteur, je sais pas moi, 2 ou quelque chose comme ça, qui ferait agrandir, bien à ce moment-là, qu'est-ce que ça me donnerait? Je vais le faire rapidement. Mais je multiplierais chacune de mes valeurs de y. La majorité des points aurait un résultat différent. On voit que ça cause une élongation dans ce cas-ci. Puis le seul point qui n'a pas changé, encore une fois, ça se trouve à être mon 0. Je pourrais faire la même chose avec mon autre fonction que j'ai inventée. Si je faisais encore une fois une homothétie verticale, donc je fais une homothétie verticale du même facteur là, qui va, donc je fais un x2 à toutes mes valeurs de y. Mais quand je vais arriver à ces points-là qui sont les 0, mais la valeur de y va justement être 0. Je multiplie par n'importe quel nombre, ici disons que je dis x2, et puis ça ne pourra pas changer. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça fait. On va aller voir les mêmes résultats. Je vous lance l'idée d'essayer de faire une hypothèse, à savoir qu'est-ce qui serait le cas pour les transformations multiplicatives horizontales. Parce qu'on s'est aperçu que les deux, c'est des transformations multiplicatives, ça a les mêmes points invariants. Ça va être la même chose pour ce qui est de la réflexion et de l'homothétie horizontale. Donc, avez-vous bien deviné? C'est bien sûr l'ordonnée à l'origine. On peut le voir graphiquement. Ici, on s'imagine la réflexion horizontale de gauche à droite. Notre axe de réflexion, c'est donc notre axe des Y. Donc, n'importe quoi qui est sur mon axe de réflexion, qui a donc une valeur de x égale 0, ça donne un point invariant pour cette transformation-là. Quels points ont un x égale 0? Ce sont les ordonnées à l'origine. On peut le voir du point de vue algébrique. Donc, la réflexion horizontale, ça agit sur les x. C'est multiplicatif par moins 1. Donc, si je multiplie le x de n'importe quelle ordonnée à l'origine, le x sera de 0. 0 fois moins 1, ou d'ailleurs fois n'importe quoi d'autre, ça va rester 0. Donc, on voit que ce point-là n'aurait pas changé. Même idée pour l'homothétie horizontale, que ce soit une homothétie horizontale dont le résultat est une élongation, comme on voit ici, ou si même ça avait été un rétrécissement, à ce moment-là, on serait aperçu, encore une fois, que c'est l'ordonnée à l'origine qui ne change pas, pour justement la même raison. Donc, si on regarde ce que ça nous donne un point de vue algébrique, donc on sait qu'une ordonnée à l'origine, c'est valeur de y lorsque x égale 0. L'homothétie horizontale, rappelez-vous que c'est multiplicatif, je multiplie mes x par mon facteur. Mon facteur, c'est, n'oubliez pas, c'est pas juste le c, c'est 1 sur c. Donc, la valeur absolue de mon paramètre
C, son inverse. On voit 0 fois mon 1 sur C, ça reste 0. Donc, on voit que c'est bel et bien invariant. Ça n'a pas varié. Okay? Maintenant, si on suit la même logique pour ce qui est de nos translations, que ce soit horizontale ou verticale. Rappelez-vous maintenant que ce sont des transformations additives. Donc, j'ajoute un certain nombre d'unités. Pour horizontale, je l'ajoute à mes X. Pour verticale, je l'ajoute à mes Y. Donc ici, si on y pensait d'un point de vue algébrique, on pourrait essayer de penser à un point quelconque, où est-ce que si j'additionne quelque chose, donc si j'additionnerais la valeur du H à mon X, le Y, ça ne dérange pas, ça l'agit sur X, est-ce qu'il y a une valeur possible ou est-ce que si je fais plus H, ça ne va pas changer? Essayons notre hypothèse de plutôt avec le 0. Est-ce que si je fais 0 plus H, ça reste 0? Absolument pas. Si je fais n'importe quoi plus H, ça va toujours changer. Donc, on voit qu'avec une translation horizontale et avec la même logique pour une translation verticale, il n'y a absolument aucun nombre que je pourrais mettre ici qui ferait en sorte que lorsque j'ajoute une addition, une valeur de K, ça ne changerait pas. Donc, peu importe, je peux essayer avec 0, je peux essayer avec n'importe quoi que je veux. Le Y qui change pour la translation verticale et le X qui change pour la translation horizontale, il n'y a pas de valeur qui pourrait le rendre invariant. Donc, pour ces deux types de transformations-là, il n'y a simplement aucun point invariant. C'est ce qu'on doit en conclure ici. Okay. Un dernier exemple qui ressemble au premier exemple qu'on a vu, c'est où est-ce qu'on nous demande des caractéristiques. La question ici nous précise, sans tracer précisément, tu peux toutefois faire une esquisse rapide, donne les caractéristiques qui sont demandées. Donc, on a parlé du fait, au premier exemple, qu'une visualisation de notre graphique peut aider avec plusieurs des caractéristiques demandées. Toutefois, si on ne nous le demande pas, on n'a pas besoin d'être aussi précis que chaque point soit précis pour le voir. Donc, rapidement, on peut faire l'esquisse de ce qu'on a ici. On voit que c'est une hyperbole. On voit qu'il y a, certaines transformations qui vont avoir lieu dessus. Puis, suite à notre esquisse rapide de ça qu'on va en faire, on va être capable de visualiser suffisamment pour avoir à voir ce qu'on fait. Et si on n'est pas capable d'aller chercher une information de façon assez précise avec notre esquisse, à ce moment-là, notre définition algébrique va pouvoir venir nous aider. Donc, à partir de ça, je suis allée chercher mes paramètres de transformation. Je sais que c'est une hyperbole, j'ai tracé, ou même pas tracé, j'ai esquissé très rapidement mon hyperbole de base. Je vois à travers mes paramètres de transformation ce que je dois faire. Donc, encore une fois, je le fais très rapidement. Donc, pour mon A, j'ai une réflexion verticale et une homothétie verticale de facteur 4. Donc, on voit que ça réfléchit verticalement et que ça va venir faire une homothétie, dont le résultat est une élongation verticale. Ensuite, mon C, n'oubliez pas que le C, son facteur d'homothétie, c'est 1 sur C. Donc, si mon C vaut 0,1 ou 1 dixième, bien, son inverse, ça va être 10. Ça veut dire que je vais avoir une homothétie horizontale de facteur 10. Donc, chacun de mes X va être multiplié par 10. Ça veut dire une élongation horizontale aussi. Donc, ça s'agrandit de façon horizontale. Remarquez que dans chacune de ces transformations-là, mes asymptotes n'ont pas eu raison de changer de place. Pourquoi? Parce qu'ils sont à des positions invariantes. J'ai mon X égale 0 pour mon asymptote vertical, puis j'ai mon Y égale 0 pour mon asymptote horizontal. Donc, quand j'ai fait toutes mes Y fois moins 4, bien, 0 fois moins 4, ça n'a pas changé.
je fais tous mes x fois moins 4, tous mes x fois 10, 0 fois 10, ça n'a pas changé non plus. On va s'apercevoir que les seules transformations qui vont changer nos asymptotes de place, ce sont nos translations. Parce qu'encore une fois, c'est en lien avec le fait que ça ne peut pas être invariant pour ça. Parce que si je fais mon y égale 0, plus mon paramètre additif de 2, pour le cas, bien, je sais que je vais automatiquement être rendu à cette valeur de y-là, de y égale 2. Pour ce qui est de mon h, j'ai une valeur, faites attention, de moins 50. Donc, je dois me déplacer horizontalement de 50 unités vers la gauche. Donc, si je fais mon x qui est égal à 0, moins 50, bien, j'arrive à un x qui est égal à moins 50. Et puis, ensuite, on sait que ça ne change pas, les translations ne changent pas la forme de notre graphique. Donc, il va être la même forme que notre courbe verte qu'on avait avant. Et voici, j'ai une esquisse très, très, très rapide et suffisante pour donner les caractéristiques qu'on va demander. On voit que le domaine image, qu'est-ce qu'il a fait? C'est les positions restrictives de nos asymptotes. Donc, tous les x éléments des réels existent tel que x n'est pas égal à moins 50. Pour mon image, ma position restrictive, c'est mon autre asymptote. Donc, tous mes y éléments des réels existent tel que y n'est pas égal à 2. C'est une image très rapide. Ensuite, on nous parle justement des asymptotes un peu plus loin. Donc, on pourrait tout de suite dire que nos asymptotes, on en a une qui est verticale à x égale moins 50. On en a une qui est horizontale à y égale 2. Remarquez ici que l'équation de l'asymptote, c'est y égale 2. C'est l'équation de la droite horizontale imaginaire qui est l'asymptote. Pourquoi dans l'image, c'est écrit y n'est pas égal 2? C'est parce que c'est en vérité la seule valeur qui n'existe pas. C'est ça l'idée de la droite imaginaire que l'on trace. Pour nos intervalles de croissance-décroissance, on va s'apercevoir que ça aussi, c'est suffisant de regarder notre esquisse pour le voir. Si je me promène de gauche à droite, je vais voir qu'à tout moment où ma courbe existe, je vais être en train de croître. Il n'y a aucun endroit où est-ce qu'en me promenant de gauche à droite, je serai en décroissance. Donc, je peux dire que je ne suis jamais décroissante. Et pour la croissance, cette fonction-là, elle est croissante partout où elle existe. Donc, elle existe pour tout x élément des nombres réels, tel que x n'est pas égal à moins 50. J'aimerais que vous remarquiez que l'élément, encore une fois, qui a fait changer la croissance-décroissance, si vous regardez chacune de vos étapes, vous allez vous apercevoir que c'est la réflexion qui a fait changer. Au début, ma courbe en noir était toujours décroissante. Suite à ma réflexion verticale, elle est devenue toujours croissante lorsqu'elle existe. La seule valeur que notre esquisse rapide ne nous permet pas d'avoir pour nos caractéristiques, c'est nos coordonnées à l'origine. On n'a bien sûr pas assez de précision pour aller les chercher. Okay? Mais on peut voir qu'il y a bel et bien une valeur pour chacune. Donc, on peut voir que j'ai un 0 ou une axis à l'origine ici et qu'en continuant ma courbe, rendue à peu près ici, il va y avoir une ordonnée à l'origine. Donc, tout ce qu'on a à le faire, c'est de le faire de façon algébrique. C'est ce qu'on va commencer maintenant. Donc, on peut voir dans mes calculs algébriques, pour mon 0, je cherche la valeur de x lorsque y égale 0, ou plus spécifiquement avec ma notation fonctionnelle, lorsque g de x égale 0. Donc, j'ai substitué mon g de x par 0, puis ensuite, j'ai résolu. Donc, ici, c'est une résolution un petit peu différente. On voit que ma variable est au dénominateur. Donc, je vais commencer par isoler tout ce qui est présent dans ma fraction. Donc, j'ai enlevé mon plus 2 en faisant moins 2 de chaque côté.
Ensuite, ici, il y a différentes façons de procéder. Par la suite, on peut faire un produit croisé. Ça serait une bonne façon de commencer. Ou on peut enlever ma variable du dénominateur, qui est une division, en faisant une multiplication de chaque côté. Puis par la suite, on a une équation du premier degré plus facile à résoudre. Avec ça ici, j'ai trouvé que la valeur de x qui correspondait au g de x de 0 était de moins 30. Remarquez que ma conclusion, je l'ai mis sous forme de point. Je n'ai pas juste dit que c'est x égale moins 30, côté communication. Pour mon ordonnée à l'origine, j'ai suivi sa définition. Donc, je cherche la valeur de y lorsque x égale 0. Donc, dans le fond, le y, c'est le g de x, lorsque x égale 0. Une autre façon d'écrire ça de façon plus concise, c'est de dire que je cherche g de 0. Donc, c'est ce que j'ai calculé, g de 0. Je substitue ma valeur de x par 0 et j'ai fait mon calcul en restant exact. Et voilà, j'ai maintenant toutes mes coordonnées. Certaines ont été trouvées de façon visuelle avec mon esquisse rapide et d'autres de façon algébrique avec mes calculs.